1996, autour de la sortie d'un livre de Denis Robert, La justice ou le chaos, 7 magistrats européens signaient un texte historique, l'appel de Genève. Pour la première fois, ils sortaient de leurs réserves pour réclamer le droit de pouvoir échanger des informations. Ce cri d'alarme pour alerter l'opinion n'a pas été suivi d'effet. 4 ans après, la situation n'a guère évolué. Le déclic de l'appel de Genève, ce sont les blocages. C'est-à-dire l'impossibilité de travailler dès lors qu'on avait affaire à des réseaux internationaux véritablement organisés. En gros, on peut s'occuper des petits, mais pas des gros. Parce que les gros, ils ne sont pas là. Ils sont en Suisse, au Luxembourg, à Jersey. Et là, l'action du juge s'arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas nous dire poursuivez les organisations criminelles, poursuivez la corruption, et puis en même temps, ne pas nous donner les moyens de le faire. Et nous obliger à n'appliquer qu'une petite partie du code pénal. Ou alors, il faut que le politique ait le courage, enfin que le législateur ait le courage de dire on ne punit pas la prescription, la corruption. C'est une prise de conscience de quelques magistrats isolés qui se sont trouvés chacun dans leur pays confrontés au même problème. Donc on a fait ce constat, qu'on soit italien, espagnol ou français, on se heurte au même blocage. Donc on a tiré la sonnette d'alarme, on a dit écoutez, nous on ne peut pas travailler, on n'a pas les moyens de travailler. Alors à cela s'ajoute une conviction que je crois nous partageons tous également, qui est la dangerosité extrême du développement des organisations criminelles pour les valeurs mêmes que nous essayons de défendre, qui sont les valeurs de la démocratie. En fait, il y a des circonstances qui ont fait que penser que les médias étaient le meilleur moyen, non pas seulement de prendre l'opinion à témoin, mais d'obtenir ce qui me paraissait souhaitable pour la justice. Si je dis un peu confidentiellement aux uns et aux autres, dans le cadre de nos institutions, ce que je vois, et que rien ne bouge, que dois-je faire? Partir ou crier? Je trouve que partir, c'est toujours une défaite. L'ouverture des frontières au sein de l'espace Schengen a favorisé l'éclosion de nouveaux trafics. Les mafias ne se limitent plus à des groupes criminels italiens. L'ouverture des marchés et des frontières a donné au crime organisé une capacité de mouvement sans limite en Europe. De plus, la déstructuration du bloc de l'Est a fourni un nouveau champ d'investissement et d'activité qui échappe à toute forme de contrôle et de coopération judiciaire. Les juges ne peuvent que constater après coup de quelle façon les organisations criminelles se sont répartis les marchés. Io credo che il rischio sia un rischio veramente molto grosso. Il fatto che le frontiere siano aperte per tutti. Je crois qu'il y a un très gros danger. J'ai peur que les frontières ouvertes pour tous, sauf pour les magistrats, engendrent un colossal développement du crime organisé et du crime organisé international. Io mi chiedo perché non vengono adottate delle serie contromisure. Je me demande pourquoi on n'adopte pas d'importantes contre-mesures qui permettraient à la magistrature d'intervenir au niveau international avec la même rapidité, ou presque, puisque ça ne pourra jamais être la même, avec une rapidité appropriée à celle avec laquelle se déplacent les gens ou les capitaux dans le marché international. Je me demande pourquoi. L'implantation de la mafia en France s'est accélérée à partir du moment où les mafieux italiens, étant en quelque sorte en danger de perdre leurs biens, les ont exportés. Et c'est comme ça qu'ils ont essaimé d'abord dans le nord de l'Italie, puis dans le sud de la France et dans l'Europe entière. Nice est une de leurs premières destinations. Ça, c'est le symbole attristant, la conséquence de la collusion entre la mafia et la politique sur la Côte d'Azur. Historiquement, c'est le résultat d'un désastre, d'une complicité entre Jacques Médecin, qui était maire de Nice, et Jean-Dominique Frattoni, qui était donc, qui se voulait l'empereur des Jeux sur la Côte d'Azur, voulait faire de Nice le Las Vegas de l'Europe, et qui était en fait l'homme de la mafia italienne. Ce fait allégué a été parfaitement prouvé.
C'était une affaire de fric souterraine, c'est devenu une affaire de fric qui est maintenant au grand jour. Et voilà l'image que l'on donne de Nice au monde entier. La Côte d'Azur est toujours un lieu de passage pour le grand banditisme international. L'économie régionale profite amplement de cet afflux de devises. Ce que veulent les mafiosi, c'est être tranquille. C'est une période de repos pour eux que d'être sur la Côte d'Azur. Ensuite, ils vont travailler entre guillemets ailleurs, mais ici, ils ne veulent pas se faire remarquer. Les touristes russes sont de plus en plus nombreux. On se croirait à l'époque tsariste. Mais ce qui nous arrive, le plus souvent, ce n'est pas la crème. Et lorsqu'on parle de mafia, évidemment, on pense à ces Russes ou Ukrainiens. Ils peuvent être baltes aussi, biélorussiens, et qui, ma foi, eux sont déterminés à être ici, chez eux, petit à petit. Alors d'où viennent-ils? Et c'est vrai qu'à chaque fois, il faut aller plus loin, chercher. C'est bien là qu'est le problème pour nous. C'est qu'on nous dit, mais ce sont des gens qui appartiennent à la mafia russe. Qui peut nous dire la réalité de cette appartenance? C'est pas à travers nos procédures locales qu'on y parviendra. Il faut nécessairement remonter jusqu'à la source. Et là, nous sommes franchement démunis. Ils percent dans différents secteurs. Tout d'abord, l'immobilier. La plupart de ces villas sont demandées jusqu'à présent par les Italiens et maintenant par les Russes. Elles sont recherchées d'abord parce qu'elles sont luxueuses, parce qu'elles sortent de l'ordinaire, mais aussi parce qu'elles ont un port privé. Et si le port privé est en eau profonde, le prix est beaucoup plus élevé parce qu'il y a possibilité pour le propriétaire de la villa d'amarrer son yacht, son bateau, sous ses yeux, et cela, bien sûr, peut lui permettre éventuellement de transporter certaines marchandises. Derrière des murs comme ceux-ci se trouvent des villas dont les prix de vente se situent entre 10 et 15 millions de francs. Ce type de logement n'est pas en vente dans des agences immobilières classiques. Celui qui veut se défaire d'une villa splendide, celui qui veut l'acquérir, il s'adresse à certains notaires qui ont en portefeuille des villas somptueuses qui en général se situent entre Nice et la frontière italienne et dans le pourtour de la principauté. Et ce sont ces villas qui sont achetées extrêmement chères, la plupart du temps comptant et en espèces. Il y a alors à ce moment-là une faille dans le système français. C'est que pour ne pas être responsable d'une telle vente, le notaire indique, ce qui est vrai du reste, que la somme a été payée hors sa vue, hors la vue du notaire. Donc on ne peut absolument rien faire pour le notaire. Ça a été payé hors sa vue. Or, c'est une pratique qui est parfaitement légale. Des opérations importantes sont faites avec des fonds qui proviennent de Russie par des gens réputés appartenir ou être proches de la mafia. Comment puis-je faire? Il faut que je regarde si l'opération est correcte. Bon, c'est vrai qu'il faut que les notaires, ici notamment, soient sensibilisés quand il s'agit d'achats immobiliers, mais ça n'est pas suffisant. C'est vrai qu'une fois de plus, on s'en rend compte tous, quand on est magistrat, il est rare qu'on soit à l'avance sur le crime. La mafia russe a toujours eu un intérêt pour l'économie blanche depuis la dernière guerre. Maintenant, c'est devenu un de leurs pôles d'activité essentiels. C'est devenu en quelque sorte une porte de sortie. La criminalité violente telle qu'on la connaissait encore il y a 10 ans n'est plus une réalité pour l'instant pour la criminalité organisée russe en Europe. Les grands seigneurs vivent parmi nous sous des masques très divers, et la corruption parlementaire, parfois judiciaire, dans la presse, etc., permet d'ériger ces façades-là. Ils ont mis, les plus grands dirigeants, leur famille à l'abri en Suisse, leur famille à l'abri en Suisse. Parfois, ils sont venus quelques mois sur les bords du lac Léman, Côte d'Azur, à Paris, juste pour se mettre à l'abri.
C'était la deuxième époque. Et la troisième, dans laquelle nous sommes maintenant, c'est que des quartiers généraux entiers de cartels sont déplacés à l'étranger. Pour des raisons de sécurité physique, pour des raisons d'infrastructures technologiques et pour des raisons de communication. Le problème des mafias russes, c'est qu'elles investissent très très peu en Russie. Il y a une telle insécurité en Russie, y compris pour les mafias qui créent cette insécurité, que leur préférence va au prélèvement à la source, qui souvent se fait directement à l'étranger, donc il n'y a pas un sou qui va en Russie. La France est un pays agréable, et même pour les mafieux russes, c'est un pays où on peut faire des réunions d'affaires, où on peut réunir des sommets dans les hôtels, où on peut éventuellement faire du petit investissement immobilier. Le gros investissement, le gros blanchiment ne va pas se faire sur le territoire français. Mais vos services de renseignement savent que dans plusieurs villes d'importance moyenne, des villes comme Tours par exemple, vous avez déjà des activités mafieuses russes. Il n'y a pas seulement la capitale ou la Côte d'Azur. Ce qui est intéressant à voir également, c'est la perméabilité de la France au départ d'autres États Schengen. Pour mieux brouiller les pistes, le crime organisé se trouve de nouvelles spécialités transnationales, beaucoup moins dangereuses que le racket, la drogue ou la prostitution, et autrement plus rémunératrices. Ainsi, la criminalité organisée des pays de l'Est utilise le manque de coopération judiciaire européenne pour réaliser un immense trafic de voitures volées. La région de Berlin est la plaque tournante de cette activité. Nous savons qu'il existe des groupes organisés, que ce sont surtout des criminels d'origine russe ou baltique, avec des structures très hiérarchiques à des différents niveaux. Ils analysent d'abord la demande de très belles voitures et établissent des listes, et cela est transféré au prochain niveau, à des voleurs polonais ou russes. Ils se procurent tout ce dont ils ont besoin. Des courriers, des personnes qui volent et qui conduisent les voitures. On se fournit des doublettes, des certificats, des gens qui font de la contrefaçon, des ateliers où l'on peut maquiller les voitures. On paie des pots de vin à des douaniers. Tout cela se passe du côté de l'Europe de l'Est et ensuite on envoie des groupes en Europe de l'Ouest qui sondent le terrain. Ils choisissent les voitures en fonction de la demande, que ce soit des Mercedes ou des BMW. Chaque année, selon Interpol, 1 million de voitures sont volées dans toute l'Europe, dont 600 000 ne sont jamais retrouvées. Ce trafic rapporte à ses auteurs quelques 100 milliards de francs français par an. Nous savons que ces groupes ne limitent pas leur action à Berlin, mais l'étendent aux pays voisins. L'Allemagne n'est plus seulement un pays d'approvisionnement, c'est devenu un pays de transit pour les voitures volées en France, en Italie ou aux Pays-Bas. Même la Pologne est devenue un pays de transit, à partir duquel les voitures sont ensuite dispatchées vers d'autres pays européens. Les vols de voitures en Allemagne sont en baisse, depuis que les modèles de luxe sont équipés du système satellite GPS qui permettent de les localiser. Le crime organisé se reporte sur d'autres pays européens en profitant du manque de communication entre les magistrats. Nous avons pu en Allemagne démanteler des structures, mais le problème est qu'ici, en général, nous n'arrivons à atteindre que le 3e niveau, le niveau exécutif. Parfois, nous atteignons le 2e niveau qui peut se trouver en Allemagne pour organiser ou négocier. Le 1er niveau se trouve toujours à l'étranger et là, nous ne pouvons que transmettre des informations dans le cadre de l'aide judiciaire internationale. Ensuite, il faut laisser la décision à la police des pays étrangers qui font ce qu'ils veulent de ces informations. Voici un autre exemple qui montre comment le crime se moque de la coopération judiciaire. À Bruxelles, les inspecteurs du travail luttent contre la traite des êtres humains. Les mafias utilisent les faiblesses du pays en matière de loi du travail. Les immigrés sont les plus vulnérables.
Ils constituent la matière première de cette nouvelle forme de criminalité. Il y a souvent une étape où, comme par malheur, le passeport est perdu, en sorte que la personne n'a plus de documents et donc elle est beaucoup plus dépendante des personnes qui vont l'accueillir parce qu'elle ne peut pas prouver son identité, elle sent confusément qu'elle va avoir des problèmes avec les autorités. Et alors, arrivé au pays, évidemment, on déchante, l'emploi de serveuse promis se révèle vite être un emploi de prostituée, alors c'est l'enchaînement classique, des coups qui sont donnés si on ne se plie pas. La Belgique n'est pas le seul pays touché, mais plutôt celui où l'on accepte d'en parler. Selon l'Office international des migrations, dans les 15 pays d'Europe, 550 000 femmes sont sous la coupe du crime organisé. Sur ce chiffre, quelques dizaines seulement ont porté plainte. Mais il y a aussi d'autres types de filières du travail clandestin qui sont organisées par des mafias chinoises ou du bloc de l'Est. Les activités mafieuses ne se contentent plus du crime traditionnel. Elles utilisent les failles juridiques et sociales de l'économie européenne. En effet, il n'existe pas de loi internationale directement applicable qui concerne l'exploitation du travail. On utilise seulement le code du travail de chaque pays. Donc il n'y a pas de problème pour vous, vous n'allez pas là en prison. Et on va examiner donc votre situation dans le pays et l'Office des étrangers prendra la décision à votre égard. Voilà, vous n'êtes pas des voleurs, vous n'êtes pas des criminels. Nous, on est là, c'est pour contrôler, voir si le patron est en infraction, oui ou non. Dans les ateliers de confection, l'horaire est beaucoup plus lourd que prévu, le salaire n'est pas à la hauteur de ce qui était promis, les conditions de logement sont misérables. Il y a eu un cas qui a été jugé ici en Belgique où les gens travaillaient 16-17 heures par jour pour l'équivalent de à peine plus de 10 francs français par heure. Et le peu d'argent que ces gens arrivaient à mettre de côté parce qu'ils devaient encore payer pour la chambre qu'ils occupaient au-dessus de l'atelier, ils le donnaient à l'exploitant qui les mettait dans sa poche au lieu de l'envoyer à la famille au pays. Donc ça, c'est vraiment de l'esclavagisme au XXe siècle. Les profits de cette exploitation se retrouvent souvent dans les caisses de sociétés multinationales. Nous avons l'impression que certains ateliers travaillent pour des chaînes françaises, notamment parce que je dirais, les donneurs d'ordre peuvent être plus facilement inquiétés en France qu'en Belgique en raison d'une réglementation qui est différente. Donc, de Paris à Bruxelles, il y a 300 km, donc c'est pas bien compliqué de faire une partie de la production en Belgique et de la rapatrier vers la France. Ces sociétés très connues qui ont été identifiées par l'inspecteur jouent sur les différences de législation en toute impunité. Et le problème n'existe pas que dans la confection. Parmi les nouvelles activités lucratives et peu risquées du crime organisé, il y a depuis quelques années l'exploitation des travailleurs belges avec la fraude systématique des charges sociales. Au bout du compte, on y retrouve la main de la mafia italienne qui abuse une région sinistrée. En fait, il s'agit de l'exploitation d'une misère sociale terrible. Le centre de la Belgique, la région qui va de la Louvière à Liège, disons en passant par Charleroi, a été traumatisé par la faillite de l'acier et du charbon dans les années 60 et 70. On a des poches de misère dans lesquelles le chômage peut atteindre 40% de la population active, voire plus. Sur ces poches de misère se développe un système qui est directement actionné par Cosa Nostra, par un clan de la mafia italienne de Palerme, qui va en fait viser à exploiter ces chômeurs de longue durée, à les payer de manière à ce qu'ils aient un complément économique qui rende cette activité attractive pour eux, et à les louer à des industriels de toutes dimensions. Ça va depuis le petit entrepreneur qui fait des réfections de maison jusqu'à d'énormes chantiers publics, en fraudant les impôts, les charges sociales. C'est une activité qui est probablement toujours d'actualité, qui concerne des milliers, voire des dizaines de milliers de travailleurs qui ont été réellement livrés à ces entrepreneurs et exploités au maximum. Et
qui atteint de tels volumes financiers qu'ils sont de fait incalculables, mais l'exploitation d'un ouvrier par les négriers, comme on les appelle, peut rapporter par tête à peu près 1 million de francs belges, donc 150 000 francs français environ, par an. Carmelo Bongiorno, qui a été condamné par la justice belge, a été surnommé le ministre des Finances de la mafia. Il a été jugé avec beaucoup d'entrepreneurs qui utilisaient ses services. Le Louviérois Carmelo Bongiorno, personnage central du trafic de main-d'œuvre, y avait été condamné, mais aussi plusieurs intermédiaires et des entrepreneurs généraux. Le système utilisé pour la fraude proposait diverses variantes, mais le principe de base est aussi simple qu'efficace. Quand l'affaire Bongiorno éclate, tout le monde a conscience de son importance, mais on essaie quand même de la limiter, de dire oui, ce sont des entrepreneurs véreux, et puis bon, ce sont des sociétés douteuses. Et puis on va se rendre compte qu'en définitive, les plus grands entrepreneurs publics belges, des sociétés comme Van Remenont, qui est un géant, qui est le Bouygues belge, ont eu recours à ces trafiquants de main-d'œuvre. Si Bongiorno est en tôle aujourd'hui à perpétuité, c'est parce qu'il a fait une connerie. Pour tenir un flic local qui était sa couverture, il a tué quelqu'un. Et c'est pour le meurtre qu'il est en prison aujourd'hui. Mais s'il s'était contenté de faire sa petite fraude, enfin son énorme fraude économique et sociale, il serait toujours dehors, M. Bongiorno. La fraude sociale est très généralisée dans beaucoup de secteurs et a tendance à s'étendre. Le bâtiment du Parlement européen, pendant sa construction il y a quelques années, a eu droit lui aussi à la visite des inspecteurs du travail. Surprise! Lors du contrôle, ils ont pu constater que sur le chantier le plus officiel, symbole de l'Europe unie, plus de 50% du personnel était payé au noir sans aucune protection sociale. Mais il y a plus étonnant. Le crime organisé s'intéresse aussi à l'une des premières ressources des États, la TVA, ce que les spécialistes appellent les carrousels TVA. Ils permettent de gagner des fortunes sans prendre aucun risque, en jouant sur les différences de systèmes fiscaux entre pays de la communauté. La méthode est simple. La fraude repose sur quoi? C'est sur la vente fictive et la déclaration d'une vente fictive qui permet aux truands de se faire rembourser une TVA pour un produit qui ne bougera pas. Et vous pouvez faire cela à plusieurs reprises. Il suffit de faire tourner systématiquement des factures concernant des marchandises fictives entre des sociétés connectées de plusieurs pays de la communauté. On récupère la TVA à chaque fois et la dernière société de la chaîne disparaît avec le magot. À Bruxelles, le procureur du roi, Benoît de Gemep, est aux premières loges dans cette lutte contre les carrousels TVA qui concernent tous les pays de la communauté. On ne va pas faire du trafic de bouteilles de lait, où il n'y a que 6% de TVA. On fait en général des trafics portant sur des objets et qui sont affectés du plus grand taux de TVA, ce qui est le cas du matériel IFI, de l'essence, des voitures de luxe, des choses comme ça. Ce sont les ordinateurs, les composants, les mobiles, le textile aussi, qui à l'origine d'ailleurs ne circulaient même pas. C'est-à-dire que ce sont des marchandises dont les déplacements étaient virtuels. Aujourd'hui, les trafiquants prennent la peine de les faire circuler, même s'il y a, je dis ça pour l'anecdote, il y a eu une période intermédiaire où vous aviez des camions qui circulaient, qui par exemple étaient chargés de sacs de sable qui étaient censés représenter les composants électroniques. C'est un carrousel assez perfectionné, vous pouvez gagner 1 million de francs par jour. Malhonnêtement certes, mais gagner quand même. Alors un carrousel ne dure jamais trop longtemps, parce qu'il ne faut pas qu'il se fasse repérer par les services fiscaux, les services des douanes, et on peut considérer qu'un carrousel performant, si j'ose dire, dure 6 mois. Vous voyez, 1 million de francs pendant 6 mois, c'est une affaire extrêmement juteuse.
Il suffit en fin de circuit de récupérer la TVA, de déposer le bilan et de s'installer dans un autre pays pour s'assurer l'impunité et le tour est joué. Les juges arrivent trop tard. Vous tombez souvent sur ce qu'on appelle des circuits morts. Et tout l'intérêt, bien entendu, de décarroser le TVA, c'est de pouvoir les prendre vivants, quand l'argent est encore disponible. Et ça, c'est malheureusement plus rare. Les délais de réponse des justices étrangères ou des douanes étrangères ou des services fiscaux étrangers sont très longs. Et pendant ce temps-là, les voleurs ont toute liberté dans les faits. Ça a une conséquence économique dramatique. C'est une rupture des règles de la concurrence. Et donc on voit bien que ce n'est pas seulement voler le fisc, mais c'est aussi le risque de détruire des branches industrielles complètes. Mais il y a d'autres moyens de détourner l'argent public. Les fraudes et détournements directs du budget de la communauté européenne sont très nombreux. Ils ont été dénoncés dans les propres rapports du Parlement européen. Là encore, à la fin, celui qui paye, c'est le contribuable. Il y a un budget d'à peu près 500 milliards de l'Europe, 10% fraudé, ça fait 50 milliards. Et comme la France donne à peu près 80 milliards par an, bon, dans ce que verse le contribuable français, on sait qu'il y a une dizaine de 10 milliards qui vont dans les poches d'un mélange de gens qui sont des petits trafiquants, d'autres des gens très astucieux, et puis de la criminalité organisée aussi. Il y a un rapport d'experts indépendants, rapport qui a été demandé par le Parlement européen, qui dit qu'en matière de fraude, au détriment de la communauté même, les systèmes de contrôle sont antidéluviens, que la quantité, je cite les propres termes, la quantité de personnel affecté aux tâches de contrôle, des problèmes de fraude ou d'irrégularité financière, la quantité de personnel donc est dérisoire, je cite une fois de plus, que l'Union européenne est très vulnérable aux actions de la criminalité organisée s'agissant des crimes transfrontières, de ceux qui peuvent vous enrichir énormément et en peu de temps, escroquerie à l'huile, escroquerie à la viande, etc., des choses qui circulent sans circuler tout en circulant et qui font qu'en réalité, il y a le jackpot, vous encaissez des tonnes d'argent sans avoir fait rien bouger que ce soit, sauf des papiers. Et donc, vous avez face à ça une espèce de difficulté d'agir de la Commission européenne chaque fois qu'il s'agit de problèmes qui relèvent de la souveraineté des États. C'est dans cette salle à Bruxelles que siège la commission de contrôle budgétaire du Parlement européen. C'est là qu'on vérifie l'exécution du budget de la communauté. À sa tête siège Madame Dimut Theato, députée allemande, qui lutte contre la corruption. Nous n'avons pas à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour prendre des mesures adéquates. Instruire, punir et éviter ce genre d'intrigues qui nuisent au budget européen. Deuxièmement, la commission que nous contrôlons doit nous fournir, lorsque nous les demandons, toutes les informations concernant l'exécution du budget. Je dois dire que là, il y a encore de grands manques. En 1999, il a fallu nommer un comité d'experts indépendants dont le rapport est à l'origine de la démission de la commission Santer. Ces affaires qui ont entaché l'exécutif européen sont le résultat d'un système qui s'était installé apparemment depuis des années. Des journalistes d'investigation belges ont continué l'enquête. Ils ont découvert de nombreux détournements, notamment de l'aide humanitaire et de l'aide à l'éducation. Il semble qu'à travers tous les programmes européens qui étaient sous-traités à l'extérieur, que ce soit l'humanitaire, l'éducation avec Édith Cresson et quelques autres domaines, d'une manière générale, on a des nébuleuses de sociétés qui sont liées entre elles et qui se partagent en fait le gâteau. Vous avez par exemple une société qui décroche le programme cadre qui va sous-traiter à une société amie. Donc ils mangent deux fois le même argent, si vous voulez. Et parfois, sur le terrain, ça va être encore une troisième société qui va agir, qui est liée aux deux précédentes. Et donc, il y a des systèmes en cascade comme cela. Mais comme ces sociétés appartiennent à des droits publics différents, qu'elles sont soit belges, soit luxembourgeoises, soit françaises, soit italiennes, soit extra-européennes, il est extrêmement difficile pour la justice européenne de comprendre les mécanismes et
de faire quelque chose. Voilà un exemple de ramification assez complexe que nous avons pu mettre au jour avec un collègue du Soir illustré. Nous avons fait une petite enquête et nous avons reconstitué une partie du système Périlux. Donc Claude Péri, c'est-à-dire la société luxembourgeoise qui a été mise en cause dans le détournement d'aide humanitaire, etc., en fait, avait tout un réseau de sociétés offshore en Irlande, parmi lesquelles on trouve par exemple Parkington Enterprises, qui était la société qui finançait le salaire du dentiste de Madame Cresson, par exemple, mais aussi le salaire d'un tas d'autres gens qui étaient payés en Irlande tout en travaillant à Bruxelles, de manière à échapper à l'impôt et aussi aux cotisations sociales. Mais ce qui est assez étrange dans ce système, c'est qu'on se demande, est-ce que pour quelques dizaines de travailleurs au noir ou de travailleurs qui échappent, qui fraudent le fisc, etc., est-ce que ça vaut la peine de créer un système aussi complexe ? Personnellement, j'ai des doutes. Et on s'est aperçu qu'en réalité, une partie de ces sociétés offshore servent aussi dans d'autres domaines. On a trouvé des ramifications, par exemple, entre cette société qui est Humanitarian Assistance, qui a travaillé pour la Commission européenne à une certaine époque. On a trouvé des accointances avec l'ARC. Donc la question qui se pose est de savoir, est-ce que tous ces réseaux de sociétés qui s'entremêlent ne servent pas en fait de canalisation pour faire fuir une partie des capitaux de toutes sortes d'activités plus ou moins avouables. Et alors la société Offshore Écologie dans laquelle on a cité le nom de Jacques Santerre et de son fils est en fait aussi dirigée par le même personnage que toutes les offshore de Claude Péri. Et on a toujours le même système. Le grave problème dans tout ça, c'est que même si la justice a ce genre de documents en main, elle peut beaucoup plus difficilement que nous aller voir ce qu'il en est et retracer un peu le cours des événements. Je ne vous cache pas qu'il y a certains journalistes qui ont pris peur à certains moments de s'attaquer à ce genre de choses. On a retrouvé des filières qui conduisent par exemple en Italie chez des gens qui ne sont pas forcément recommandables. Je me demande si cette nébuleuse n'est pas aussi parfois une connexion qui se rapproche un peu plus du crime organisé. L'enquête suit son cours très, très, très lentement. Dans cette histoire, où en est le dossier et quel tribunal pourra le juger ? Nous n'avons jusqu'à aujourd'hui pas de législation pénale qui punirait ceux qui portent préjudice d'une manière criminelle au budget européen. Là se trouve le vrai problème. Nous avons créé un marché intérieur sans frontières. Les gens peuvent circuler librement à l'intérieur de l'Union européenne sans se faire contrôler. Ce qui permet à des gens qui ne veulent rien de bien et qui fraudent systématiquement d'en tirer profit. Pour cela, il n'y a pas non plus de frontières, mais on n'a pas non plus créé des frontières qui limiteront ces activités et qui permettent de les combattre. Je crois qu'il faudra très longtemps pour que les choses changent. Je ne sais pas, espérons que l'intégration européenne aidera celle de la justice à avancer, fera avancer l'intégration judiciaire. Il reste néanmoins qu'il me semble que ce secteur, le secteur de la justice, est celui pour lequel, au moins en ce moment, les différents États soient le moins disposés à renoncer à quelques petits morceaux de leur souveraineté. Imaginez un instant comment, en s'intégrant dans l'Union européenne, tellement d'États renoncent à leurs prérogatives de souveraineté qui soient vraiment des prérogatives de base. Aujourd'hui, l'Europe est encore une sorte de paradis pénal pour les malfaiteurs. Ils circulent librement et non, les policiers, les gendarmes, les juges, hop, ils s'arrêtent à des frontières qui n'existent plus que pour eux. Donc, voilà. Alors, la justice doit se mettre à niveau, et comme la justice ne se met ni vite ni très bien à niveau, que des lois comme ça sont prises, votées avec grand tambour et trompette, mais les décrets d'application ne sont pas pris, ce qui fait qu'elles restent lettres mortes.
Nous sommes arrivés au niveau européen à avoir une définition du crime organisé, minimale, mais c'est déjà pas mal au niveau de la coopération judiciaire et des extraditions. Ceci étant dit, maintenant au niveau des contacts interjuges, au niveau international, les contacts ne sont nulle part et les contacts interpolistes restent des contacts officieux, ce qui ouvre la porte à tous les dérapages. La problématique est classique, ça fait 20 ans que l'Europe est dans la même situation. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on commence à le payer cash, puisqu'en Belgique, sur 5 ou 6 grosses instructions qui concernent le crime organisé transnational, nous venons à chaque fois à la fin des instructions avec des dossiers bancaux, des dossiers inexploitables, des non-lieux requis par défaut simplement de coopération européenne. Il problema della criminalità mafiosa è talmente grave. Le problème de la criminalité mafieuse est tellement grave que je crois que les États devraient réfléchir à la nécessité de renoncer à une partie de leur souveraineté nationale pour créer une seule et unique magistrature et police européenne antimafia. Je crois qu'il faudrait créer en Europe des structures calquées sur les structures italiennes. Par exemple, une police spécialisée comme la direction investigatrice antimafia et une magistrature spécialisée comme la direction des arrondissements antimafia et la direction nationale antimafia. Come dire, noi italiani abbiamo avuto la sfortuna. Nous, les Italiens, nous avons eu, comment dire, la malchance de vivre avec la mafia pendant de nombreuses années. Mais grâce à cela, nous avons développé un dispositif législatif et des méthodes d'investigation que nous considérons comme étant à l'avant-garde de cette lutte contre la criminalité organisée. Tout simplement parce que nous avons beaucoup plus d'expérience. L'urgence, c'est d'adopter des définitions communes en matière de crimes mafieux, pour éviter que les mafieux trouvent refuge dans des pays où le crime d'association mafieuse n'existe pas, comme l'Espagne par exemple, où il est impossible d'obtenir leur arrestation. Ça fait du bien de faire un peu de bruit pour une fois que c'est nous, c'est pour vous. Mais comment donc visualiser ces réseaux? Où trouver la frontière entre crime organisé, criminels en col blanc et corruption? À la demande de leur gouvernement, 2 experts suisses se sont penchés sur la criminalité internationale. Pour cela, ils ont informatisé des milliers d'affaires en s'appuyant sur l'ensemble des commissions rogatoires et des documents financiers de la justice suisse. Grâce à ce travail analytique, ils peuvent aujourd'hui montrer à quoi ressemble l'organigramme d'un réseau criminel. La Suisse, c'est un point d'observation absolument génial de tous les réseaux criminels qui s'agitent sur la planète. Bon, un réseau criminel, c'est quoi? C'est des liens, c'est des acteurs, et puis c'est des liens entre acteurs, des liens de différents types. Alors là, c'est la représentation avec un logiciel qui s'appelle i2, qui permet donc de replacer graphiquement des acteurs et des liens sur un plan qui est le réseau. On prend une période de temps donnée, on prend tous les acteurs de cette période de temps, et puis on les met sur un plan. Donc on dessine le réseau. À la fin, on se retrouve avec un immense tableau, parce que dans des réseaux comme ça va, les plus gros, il a 1500 acteurs. Donc c'est énorme. Mais au bout du compte, le logiciel permet de reconstituer des représentations graphiques que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas capable, parce qu'il y a trop d'informations, il y a trop d'acteurs. On voit par exemple, je dirais du plus simple au plus compliqué, des dossiers de corruption basiques d'hommes politiques français, par exemple, mais je dirais tout bête, quoi, où le personnage a même mis les comptes au nom de ses filles, par exemple. Évidemment, ça se complique quand on monte dans des dossiers où se mêlent crime organisé et corruption, notamment lorsque ça implique des réseaux de multinationales. Et puis on complique encore lorsqu'on va jusqu'à une corruption, voire une relation crime organisé des pays de l'Est, où on s'aperçoit que se mêlent des flux financiers de toutes sortes de provenances. Ça peut très bien être l'argent du trafic de stupéfiants, comme l'argent du racket, de la prostitution, ou des fraudes internationales, ou des fraudes à l'aide internationale. On a trouvé des constantes de fonctionnement aux organisations criminelles. Notamment, elles organisent leur... Il y a la production de richesses ou de marchandises,
que ce soit les stupes, le racket, le secteur production. Il y a le secteur administratif interne, gestion de fortune, si on veut, le cœur. Et puis il y a l'organisation de la sécurité, voire même la diffusion de l'information. Au fond, elles fonctionnent exactement comme simplement elles sont secrètes. Mais elles fonctionnent comme un État. À partir de ces schémas, ils arrivent à des conclusions inédites. Les mafias utilisent les mêmes réseaux financiers que la corruption. Les mêmes banques et intermédiaires se retrouvent souvent dans ces organigrammes. Le procureur antimafia de Milan, Laura Barbaini, confirme l'existence de telles connexions dans ses propres enquêtes en Italie et dans le reste de l'Europe. Nous avons démontré que le crime organisé se sert des mêmes canaux de recyclage d'argent que ceux utilisés par les hommes sur lesquels on a enquêté dans le cadre des investigations sur la corruption. C'est même, selon ma thèse et selon certaines de mes procédures, le crime organisé qui a fourni les canaux de recyclage utilisés pour la corruption. Le plus gros de l'économie criminelle, c'est le trafic de stupéfiants. 8% du commerce mondial, ça représente plus que le marché de l'automobile, plus que le marché des hydrocarbures, et autant que le marché du textile qui, en masse, est le plus important du monde. Cet argent se reporte sur l'économie propre. C'est ce qu'on appelle le blanchiment. Vous avez des économies. Vous les mettez dans une banque, vous attendez à ce que ces économies vous procurent 5% par an tranquillement jusqu'à votre retraite. Le criminel, lui, il n'a pas cette logique-là. Il a des sommes d'argent monstrueuses en billets de banque, et donc ça, il faut le recycler. Il faut que cet argent physique, qui pèse un poids fou, on a fait le calcul. La vente au détail de l'héroïne et de la cocaïne, aux États-Unis, en 96, c'est les derniers chiffres qu'on ait, c'était 48 milliards de dollars. Ces dollars-là, dans la rue, cette drogue, elle se vend avec des petites coupures. 5 $, 10 $, 20 $. Et naturellement, pas de chèque, pas de carte de crédit, donc c'est des petites coupures. 48 milliards de dollars en petites coupures de 5, 10 et 20 $, ça fait 6400 tonnes de billets de banque. Et ça, il faut le transformer en argent électronique. Qu'est-ce que vous faites avec 6400 tonnes de billets? Vous vous transportez avec votre camion de 20 tonnes derrière? Non, pas possible. Donc il faut le transformer. L'argent est plus lourd que la drogue. Qui possède de l'argent sale n'a pas intérêt à faire un investissement profitable. Il n'a d'intérêt que dans le recyclage. Qui fait du recyclage sait que pour transformer 100 millions sales en argent propre, il peut en perdre jusqu'à la moitié. Normalement, on calcule que dans le recyclage, on perd 30 ou 40% de la somme initiale, parce qu'on doit transformer l'argent sale à travers la chaîne de la corruption, à travers des investissements même à perte. Et donc, quand il y a une enchère, par exemple en France, pour acheter un restaurant ou un hôtel entre un restaurateur français honnête et un autre restaurateur qui utilise l'argent de la mafia, la concurrence est faussée. Parce que le restaurateur financé par la mafia pourra dépenser 20, 30, 40% en plus. Évidemment, son intérêt n'est pas de bien faire fonctionner l'entreprise, mais d'investir pour trouver un débouché à son argent. Ça fausse toutes les règles. C'est un phénomène qui devient dévastateur pour l'économie parce qu'il annule la compétitivité. C'est ainsi que des quartiers entiers sont rachetés par les mafias. On achète plus cher que le prix du marché avec des dessous de table. Ce système s'étend aujourd'hui au milieu financier. Il y a vraiment un état d'urgence, c'est vrai, à décréter. Parce que avec la financiarisation de l'économie, se mélange à des flux d'argent tout à fait normaux, des flux d'argent sale qui sont de plus en plus énormes, de plus en plus mouvants, mobiles, et qui rapportent sûrement de plus en plus. Parce qu'à une époque, quand la finance n'était pas très sophistiquée, déjà quand une mafia volait 100, que les types de récupérer 10, ils trouvaient ça déjà merveilleux. L'argent du criminel, ça vaut rien. Au contraire, ça pèse énormément sur la société parce que pour faire 1 million de dollars sales, ça veut dire prostitution, ça veut dire drogue, ça veut dire armes, ça veut dire délinquance, ça veut dire tout. C'est détruire la société. Après, on peut conquérir quelque chose de propre
qui est la partie bonne de la société. C'est mettre du sang infecté dans le bon sang. Ça va mettre la maladie partout. Ça va détruire l'individu. Il va tuer la société. Le capital ordinaire, le capital des capitalistes honnêtes, non criminels, légitimes, ce capital-là, il est anomique, c'est-à-dire qu'il est dispersé, qu'il obéit à aucune instruction centralisée. En revanche, le capital criminel, même s'il ne représente que 2%, aucune fraction, ou 8% du commerce mondial, il est stratégique, à savoir qu'il bouge comme ça à volonté au coup de sifflet de quelques très rares individus. Si on prend la mafia aux États-Unis, tout l'argent de toute la mafia italo-américaine aux États-Unis, il est à la disposition de moins de 15 personnes. Alors, de temps en temps, une énorme multinationale arrive à racheter 1% de son capital, et puis c'est déjà un exploit extraordinaire. Là, hop, tout circule au coup de sifflet, quoi. Donc c'est un capital stratégique, et donc il peut bouger à volonté, et en cela, il est dangereux. Parce que c'est une minorité dotée d'une volonté, et en plus de la capacité de corrompre, et de la possibilité de tuer, hein, et stratégique au milieu d'énormes masses d'argent amorphes, quoi, qui en réalité obéissent qu'aux lois du marché. Quoi. Voilà, le danger, il est là. L'argent du crime organisé, ce n'est pas seulement une richesse, c'est de l'argent stratégique, c'est de l'argent qui a vocation à se transformer en pouvoir, et ce pouvoir, il vient directement atteindre le pouvoir politique. À partir du moment où le pouvoir politique est atteint, est affaibli, je crois qu'il y a place pour toutes les dérives. La mafia, dans la compétition économique, n'utilise pas seulement les règles du marché, mais quand il le faut, utilise la menace, la violence, le meurtre. Et alors, le capital mafieux peut devenir un capital qui gagne, qui peut dévorer le capital légal. Beaucoup d'analystes boursiers s'inquiètent aujourd'hui. Et cet argent-là, il masque tous les signes annonciateurs d'une crise dans un système capitaliste, et ça dope artificiellement, c'est une drogue pour l'économie. L'argent de la drogue est une drogue pour l'individu, l'argent de la drogue est une drogue pour l'économie. En conséquence de quoi, les Japonais n'ont rien vu venir. Les Mexicains n'ont rien vu venir. Ça allait bien, c'était l'économie casino, la bulle financière gonflait. D'un seul coup, elle explose et boum, vous vous retrouvez très mal quand même. Un moyen absolument essentiel et qui fait aujourd'hui défaut dans notre pays et dans la plupart des pays également concernés par le blanchiment, c'est de développer un véritable outil d'intelligence économique et financière au service des autorités répressives. Il existe aujourd'hui des services de renseignement en France, mais qui n'ont pas pour objectif de servir les autorités répressives. En matière de blanchiment d'argent, c'est-à-dire le système qui s'est monté à partir des paradis fiscaux et de sociétés écrans et tout, dans l'état actuel des choses et à vision humaine, c'est-à-dire pour les 15 ans qui viennent, les États-nations ont perdu la guerre. Ça n'est pas rattrapable. Il y a d'abord à faire preuve de courage. Parce que s'attaquer au blanchiment, c'est essentiellement s'attaquer au prolongement financier du crime organisé. Donc c'est une matière, une délinquance à laquelle on ne peut pas s'attaquer avec des moyens ordinaires, comme ceux qu'on utilise pour interpeller ou sanctionner des voleurs de voitures. Il faut des moyens procéduraux qui, en général, sont dérogatoires du droit commun. Et tous les moyens réellement efficaces à mettre en œuvre contre le crime organisé sont tous peu ou prou de nature à venir restreindre des libertés individuelles, que ce soit la liberté du commerce, la liberté de circulation, les droits de la défense, etc. Donc je crois que c'est très important de se dire que lutter contre le blanchiment, lutter contre le crime organisé, c'est nécessairement mettre en œuvre des moyens qui, pour être efficaces, viennent heurter les principes qui fondent une démocratie. Et ça demande du courage, c'est un arbitrage difficile et c'est un courage qui doit essentiellement se trouver chez le politique, puisque c'est le courage de prendre des mesures législatives. C'est ce que demandait l'appel de Genève qui, 4 ans après, n'a pas été suivi des faits. On a une Europe où l'argent circule librement, les marchandises,
les personnes, les délinquants, ils peuvent passer d'un pays à l'autre très facilement, sans aucune difficulté. Par contre, dès qu'on veut avoir des informations judiciaires sur un compte d'un autre pays, ou si on veut obtenir l'extradition de quelqu'un, là, on a les frontières qui, elles, existent pour le juge. Donc c'est cette impossibilité, cette impuissance qu'on a tous constatée et qui a fait, à un moment donné, on s'est dit, c'est notre devoir maintenant de le dire. Maintenant, ce n'est pas nous qui allons régler les problèmes, c'est un problème politique. Donc c'est aux politiques à régler le problème, s'ils veulent bien le régler. S'ils veulent bien le régler et s'ils en sont capables. Parce qu'ils peuvent aussi vouloir, mais ne pas savoir comment traiter le problème, parce que c'est pas non plus un problème simple. Mais nous, notre rôle s'arrête là. On n'a jamais voulu aller au-delà. C'est pas le gouvernement des juges. Nous, on est là pour dire les choses. On nous demande d'appliquer la loi. On ne peut pas l'appliquer à tout le monde de la même manière. Parce que dès lors qu'on est puissant, on aura une société panaméenne, on aura des comptes en Suisse, au Luxembourg, on a l'impunité totale.